Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier tutoriel dans lequel nous allons apprendre à créer un jeu de plateforme. Vous avez vu dans les dernières vidéos comment créer un personnage, comment créer un environnement ou encore une animation. Là, nous allons nous attaquer au développement sous Unreal. Pour commencer, nous allons faire un premier cours d'introduction où vous allez apprendre un peu l'interface d'Unreal, qu'est-ce qui constitue Unreal et comment on peut faire du développement sous Unreal de manière très simple avec les blueprints. Une fois cette étape faite, nous allons rentrer dans la création du jeu en lui-même. Donc pour commencer, nous allons aller sur Epic et l'Epic Game Launcher. Donc, une fois que vous avez installé l'Epic Game Launcher et que vous avez créé un compte, vous avez la possibilité d'aller ici sur Unreal. Normalement, vous n'avez pas de moteur qui apparaisse. Donc vous avez juste à cliquer sur la petite croix. Comme ça, vous allez lancer une installation d'Unreal Engine. Et une fois l'installation faite, vous pouvez lancer le moteur. Attention, l'installation d'Unreal Engine peut être très longue et elle est sensible à votre disque dur et à la vitesse à laquelle votre disque dur opère, entre guillemets. Il est très souvent conseillé d'avoir un SSD pour installer Unreal, parce que sinon vous allez partir pour des heures et des heures d'installation. Donc, une fois Unreal installé, on va passer en 4.26. Vous pourriez suivre le cours en 4.27 que nous allons faire dans le cours ne demande pas forcément de fonctionnalités nouvelles qu'il y a dans la 4.27 par rapport à la 26 et encore moins la 5.0. La 5.0 est encore en version preview, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore finalisée, elle va sortir en janvier. Je vais vous préparer quelques vidéos à côté pour vous présenter l'interface d'Unreal 5, mais pour l'instant, on va se concentrer sur la version de Unreal 4. Donc je lance Unreal. Au premier lancement d'Unreal, vous verrez que ça met un peu de temps. Souvent, vous allez bloquer autour de 45%, puis après sûrement 75% avant que l'éditeur s'ouvre. Donc moi, là, je l'ai déjà ouvert plusieurs fois, donc c'est très bien. On va tout de suite créer un nouveau projet. Je vais choisir la catégorie Games. Je fais Next. Et là, il me demande un certain nombre d'informations. Est-ce que je veux partir d'un projet qui est vide? Est-ce que je veux partir d'un projet à la première personne? Si, first person, à la troisième personne, un projet avec un véhicule, etc. etc. Nous, pour ce cours-là, on va sûrement partir d'un projet vide. Donc, je vais le créer tout de suite. Donc, blank project. Je fais next. Ici, je me mets en blueprint. Le blueprint vous permet de développer des jeux de manière facile et visuelle, ce qu'on appelle du visual scripting, à l'inverse du C++ où vous allez coder avec des lignes de code. Alors, pour faire un peu de contexte, il y a une guerre entre C++ et Blueprint. Les gens qui font du code ont tendance à dire oui, le Blueprint n'est pas du code. En réalité, en fait, dans des vraies productions, les projets sont faits en fait dans un mode hybride, avec une partie Blueprint et une partie C++. Donc nous allons commencer par le Blueprint pour la simplicité, et dans de futurs cours, nous allons sûrement voir le C++. Nous allons faire un jeu à destination des ordinateurs et des consoles, en qualité maximum, Ray Tracing Disable, donc on ne veut pas de Ray Tracing, et pas de starter content. Epic offre en fait un contenu de base qui vous permet de démarrer avec par exemple des effets de particules de feu ou des matériaux de bois, etc. Nous ne voulons pas ces contenus-là, nous n'allons pas alourdir le projet. Ce projet-là est vraiment juste pour découvrir l'environnement de travail sous Unreal Engine. Donc, il nous demande le dossier où je veux enregistrer et le nom. Donc pour le nom, je vais l'appeler Tuto Game Hub. Je crée le projet. Encore une fois, n'ayez pas peur si votre création de projet met du temps, si ça freeze, etc. Le Unreal Engine est très sensible suivant les configurations et aussi les disques durs et à quelle vitesse tournent les disques durs, à quelle vitesse le processeur peut gérer les données, etc. Donc,
Pas d'inquiétude si ça met plus de temps que là ce que vous voyez actuellement. Et nous voilà donc dans l'interface d'Unreal. La première fenêtre la plus importante entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le viewport. C'est la fenêtre centrale que vous voyez au milieu. C'est la fenêtre qui vous permet de vous balader dans la scène et de placer des objets. Donc si je fais clic droit, je peux monter, baisser, mettre ma souris à gauche, à droite. Si je fais clic molette, je monte et je baisse. Je peux avancer avec la molette, avant ou arrière. On pourrait appeler un zoom, dézoom, mais en fait c'est pas un zoom, c'est vraiment j'avance dans la scène. Je peux cliquer sur un élément et appuyer sur F et ça va mettre ce qu'on appelle le focus sur cet élément. Donc en fait je vais me rapprocher de cet élément. Je vous le montre. Par exemple, je mets ma caméra vers la gauche ici. J'ai sélectionné cet élément-là. J'appuie sur F. Hop. Il me centre l'élément au milieu de la caméra. Et tous ces éléments-là qu'on voit dans la scène, on les retrouve dans le World Outliner. Pour ceux qui ont déjà fait du Unity, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie dans Unity. Donc là, vous avez tous les éléments. Par exemple, là, le floor, ici, c'est le sol de notre map. Le player start, je vous l'expliquerai juste après, mais qui permet de faire apparaître un personnage pour commencer à jouer. Et tout ce qui est le système pour les lighting, les réflexions, etc. De base, quand vous créez un projet, Unreal vous démarre avec cette scène-là. Vous pouvez très bien déjà commencer par la sauvegarder, parce que comme vous le voyez, en fait, ici, dans le Content Browser, c'est le contenu de votre jeu. Et on voit qu'il n'y a pas de contenu. Il n'y a même pas une seule carte, map ou level, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui est enregistré. Donc là, déjà, on va faire un CTRL-S. Il me demande le nom de la carte. Je vais l'appeler test map. Et ici, je vais juste faire un clic droit, New Folder, et je vais créer un dossier que je vais appeler Map, avec un S, parce que potentiellement, il y a plusieurs maps. Je fais Save, et là, on retrouve ce dossier Maps, avec mon niveau à l'intérieur. Donc, c'est vraiment là où tous les éléments vont apparaître. Dans les petites choses qui peuvent être sympas à connaître pour organiser un projet, si vous faites clic droit, vous avez la possibilité de cliquer sur Set Color et mettre une couleur à un dossier. Attention, juste une parenthèse, si vous travaillez en équipe et que votre projet, vous le passez d'un ordinateur à un autre, ces couleurs-là n'apparaîtront pas pour l'autre personne. En fait, c'est vraiment chacun a son fonctionnement comme il le veut. À gauche, ici, on a une autre fenêtre qui s'appelle Place Actors. En fait, c'est une fenêtre qui va nous rassembler la plupart des acteurs qui peuvent être intéressants à placer dans une scène ou dans une map. Donc, première chose à faire, si par exemple on veut placer un cube, on voit que dans la catégorie Basic, on a cube. Il me suffit de glisser-déposer et mon cube est dans la carte. Je peux le déplacer et donc là on va découvrir très rapidement comment déplacer un élément. Encore une fois, pour me déplacer dans la carte, j'utilise les flèches du clavier. Je n'en avais pas parlé juste avant, mais il est possible de se déplacer comme dans un jeu classique avec les flèches du clavier. Donc, quand je sélectionne un élément, je vois ces flèches apparaître. C'est ce qu'on appelle le gizmo, c'est ce qui va me permettre de déplacer mon élément et de le bouger à gauche, à droite, au bas. Donc là, on voit que si je prends une des flèches, il va me déplacer sur l'axe de la flèche. Pareil en hauteur et pareil sur les côtés. Vous voyez que quand je bouge mon carré, les valeurs ici de location bougent. Donc en fait, c'est la position que mon cube a dans le monde. Il est possible de faire la même chose avec la rotation que vous sélectionnez ici. Vous pouvez faire des rotations sur votre objet comme bon vous semble. Et de même pour ce qu'on appelle le scale. Le scale qui est en fait la taille de votre objet.
Donc vous pouvez très bien modifier sa taille sur tous ces axes, un par un, ou encore une fois, comme pour le déplacement, si vous sélectionnez au milieu, ça prend les 3 axes et ça agrandit de manière uniforme. Donc là, je vais juste retourner ici, sur mon cube, dans son transform, et je vais mettre location à 0, 0, 0, rotation à 0, 0, 0, et le scale à 1, 1, il retrouve sa taille. Je vais me remettre dans l'outil ici, et là, vous voyez que quand je déplace mon cube colle bien au sol. Pour une raison, en fait, c'est que quand je déplace le cube, vous le voyez juste ici, mon cube va monter de 10 en 10. Mais pour faire des placements précis, il peut être intéressant d'avoir, entre guillemets, une liberté. Donc là, vous avez tous les paramètres. Rotation, scale et location, donc déplacement. Et soit vous pouvez modifier l'unité dans laquelle se déplace l'objet, donc de 1 en 1, 5 en 5, 10 en 10, 50 en 50. Ou vous pouvez aussi désactiver ce qu'on appelle le grid snapping. Donc en fait, vous ne le voyez pas, mais virtuellement, mon cube se déplace sur une grille et se déplace de 10 en 10. Si je désactive le grid snapping, je peux les déplacer de valeur vraiment minimale. Et du coup, à partir de là, ça devient compliqué de placer un objet de manière précise parce que forcément, on va pas réussir à poser le cube exactement sur le sol. Donc pour éviter ce problème-là, on a un autre bouton. Quand on met notre cube en l'air, on appuie sur fin, FN, qui est au-dessus des flèches directionnelles. Et automatiquement, il me fait descendre mon cube jusqu'à rencontrer un obstacle. Et là, je suis sûr qu'au pixel près, mon cube est placé sur mon sol. Maintenant, un autre élément qui peut être important, c'est cette barre d'outils. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les outils. Les choses importantes que vous allez voir durant ce cours, c'est la partie Settings et Project Settings. Parce que c'est là où nous allons pouvoir paramétrer un certain nombre de choses. Par exemple, quel est le bouton pour avancer, reculer, aller à gauche, aller à droite, sauter, etc. Le bouton Play, qui permet de lancer le jeu. Donc là, bien sûr, je n'ai créé aucun personnage. Donc en fait, il me crée un personnage vide avec lequel je peux me déplacer dans la carte, je peux voler, etc. Mais là, je suis en mode vraiment comme si je jouais au jeu. Donc si j'appuie sur échappe, j'arrête ce mode-là. Et après, les différents paramètres dans Play, que je vous montrerai un peu plus tard. Maintenant, on va étudier un peu l'architecture d'Unreal. Donc, la première chose à faire, c'est que je vais créer un dossier. Donc, clic droit dans mon browser, New Folder, Blueprint. Et dans Blueprint, je vais faire clic droit, Blueprint Class. Donc comme j'ai dit, on ne va pas développer les choses en C++, on va faire du Blueprint pour faciliter l'apprentissage. Et une fois que vous aurez bien l'architecture d'Unreal et les nommages de fichiers et comment fonctionne Unreal, vous pourrez passer au C++ et on vous proposera un cours autour du C++. Donc, là, il me demande quelle est la classe parent. Alors, c'est là où il faut bien comprendre comment fonctionne Unreal. Contrairement à d'autres moteurs type Unity, vous avez la liberté de faire un peu comme vous voulez au niveau architecture de fichiers, comment vous nommez les fichiers, comment vous créez les fichiers. Là, dans Unreal, il faut respecter le fonctionnement d'Unreal. Et déjà, de base, il faut comprendre ces 3 classes, acteur, pawn et caractère. Un acteur, c'est un objet n'importe lequel. En fait, il n'a pas de chose en particulier. Et après, on le personnalise suivant le comportement qu'on veut. Je sais pas, par exemple, un acteur, ça peut être une lampe. Vous allez développer un système pour que vous puissiez allumer et éteindre cette lampe. Mais bon, on n'a pas besoin d'un comportement particulier pour cet acteur. Vient ensuite le pawn. Le pawn, en fait, c'est
C'est comme un acteur, c'est juste on lui a rajouté une fonctionnalité en plus, c'est il peut recevoir des ordres, des inputs depuis un contrôleur. Donc, là, ils le décrivent. A pawn is an actor that can be possessed and received input from a controller. Donc, le pawn, c'est un acteur qui peut être contrôlé et qui peut recevoir en fait des ordres de déplacement et de choses comme ça. Enfin, pas de déplacement, mais des ordres. Exemple concret, un pawn peut être une caméra de surveillance. C'est-à-dire, cet objet ne se déplace pas, mais par contre, il peut recevoir des ordres, soit de vous quand vous contrôlez la caméra de surveillance, soit même d'une intelligence artificielle avec la caméra qui va faire du gauche-droite et qui va faire des rotations pour surveiller un endroit. Et dès qu'il détecte un personnage, ça va alerter tous les autres joueurs dans la carte. Ça, c'est un pawn. C'est un acteur. On n'a pas besoin de déplacement, juste on a besoin qu'il reçoive des ordres et qu'il fasse certaines choses. Et vient ensuite le caractère, qui est un pawn, donc ça veut dire qu'il peut être contrôlé, il peut recevoir des ordres et des inputs, donc avancer, reculer, etc. Mais il a la possibilité de, en plus de ça, se déplacer. Un pawn ne peut pas se déplacer, un caractère peut se déplacer. Et donc c'est là où il faut bien comprendre l'architecture. Si on prend un paint, par exemple, en fait, il faut imaginer ça comme ça. Vous avez en premier lieu l'actor. Donc je vais mettre A. De l'actor, nous avons le pawn. Je vais mettre P. Et du pawn, vous avez le caractère. P. Et à chaque fois, il a des fonctionnalités différentes. Donc là, il n'a aucune fonctionnalité, l'actor. C'est à vous de tout développer à la main. Le pawn, il a la possibilité d'être, s'appelle possess, donc d'être contrôlé et de recevoir des ordres, donc des inputs. Et le caractère, il reprend les deux possibilités du dessus, donc peut être possédé et peut recevoir des inputs, mais il rajoute en plus le fait qu'il peut se déplacer. Et vous, par exemple, vous allez créer derrière, depuis le caractère, vous allez créer par exemple votre personnage, votre propre personnage, et il va récupérer toutes ces possibilités-là, donc possess, les inputs et le fait de pouvoir bouger. Mais en plus, par exemple, vous allez développer une fonctionnalité sur le fait qu'il peut tirer. Concrètement. Et il faut bien comprendre cette architecture-là dans Unreal. C'est ce qu'on appelle les parents et enfants. Le parent, c'est celui du dessus, et l'enfant va hériter et va récupérer des propriétés du parent. Donc là, par exemple, le pawn ne récupère rien de l'actor parce que dans l'actor, il n'y a pas de fonctionnalité particulière. Le caractère, par contre, hop, le caractère, il va récupérer ces deux propriétés-là depuis le pawn. Et le personnage que vous allez créer va récupérer cette propriété-là depuis le caractère. Et donc qui lui-même récupère depuis le pawn, etc. Donc il faut bien comprendre cette façon de fonctionner dans Unreal et l'architecture. Donc là, typiquement, pour un jeu, on commencerait par créer un caractère. Vient ensuite le player controller. Un player controller, c'est un acteur qui est responsable de contrôler un pawn ou un acteur. Pour être plus concret, en fait, quand vous jouez par exemple à un jeu multijoueur, imaginez vous jouez à un Call of Duty, par exemple, vous avez votre personnage qui est ici. Et là, on va faire juste un carré pour imaginer que ça, c'est le player controller.
Donc c'est le player controller qui est sur votre machine et vous contrôlez votre personnage. Votre personnage se fait tuer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il se fait tuer, le personnage est détruit. Ils en font apparaître un nouveau. Et en fait, ils vont vous enlever le contrôle de l'ancien et vous donner le contrôle du nouveau. Donc en fait, un personnage ou un pawn peut être détruit, recréé, redétruit, recréé. Là où un player controller reste tout le temps le même. Tout au long de votre partie, tout au long du moment où vous jouez. Donc ça, faut bien le comprendre aussi. Bon, de toute façon, toutes ces notions-là deviendront concrètes une fois qu'on sera vraiment dans le développement, mais je vous fais une partie théorie d'introduction avant de passer vraiment au développement. Vient ensuite le game mode. En fait, là, on n'est plus du côté joueur en lui-même, on est du côté règles du jeu. Imaginons, vous faites un jeu où, par exemple, vous devez finir un niveau en 10 minutes. Et bien, c'est le game mode qui va s'occuper de ça. Qui va gérer le timer des 10 minutes et qui, au bout de 10 minutes, dit partie terminée. Donc, soit vous avez réussi l'objectif, vous ne l'avez pas réussi, vous avez gagné, vous avez perdu, etc. etc. Vient ensuite les acteurs componentes, scènes componentes. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'en aura pas besoin pour l'instant. Et juste pour vous montrer, vous avez la possibilité de voir All Classes. Et là, vous avez toutes les classes possibles et imaginables que vous pouvez utiliser pour créer un personnage. Après, attention, vous-même, vous pouvez aussi créer des classes personnalisées suivant vos besoins. Vous avez donc découvert l'interface d'Unreal Engine et un peu le fonctionnement global et la logique derrière Unreal Engine, les notions théoriques, et à partir de la prochaine vidéo, on va démarrer vraiment le développement et la pratique pour la création du jeu de plateforme. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo.